Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui a pour thème développer votre business grâce au SNOP. Alors pour aborder ce sujet passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Caroline Gudin, vous êtes la directrice générale de Vela France, et Olivier Gauthier, donc vous êtes senior manager au sein du cabinet Diagma. Bonjour. Dans un premier temps, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter, en commençant par Caroline. Bonjour, merci. Écoutez, je m'appelle Caroline Gudin, je grandis en supply chain. Il se trouve dans les années 90, j'ai occupé de nombreuses fonctions jusqu'à devenir directrice supply chain pour Sephora au niveau IMIA et puis directrice des opérations pour la marque Sephora dans le monde. J'ai rejoint Vela il y a 3 ans et ça fait 2 ans qu'aujourd'hui que je suis directrice générale pour la Business Unit France. Merci. On reviendra tout à l'heure sur la présentation de Vela, mais dans un premier temps, donc Olivier, même chose, même exercice présenté, puis peut-être 2 mots sur Diagma également. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis chez Diagma depuis un peu plus de 3 ans et demi. Donc je suis un jeune consultant. Ceci étant, avant, j'ai travaillé donc une 30aine d'années chez Procter & Gamble sur des business très différents, depuis les produits de grande consommation, passant par la beauté, les produits pharmaceutiques. Et dans des fonctions aussi très différentes, comme par exemple la production, le marketing, les ressources humaines et aussi la supply chain. Et dans le cas de la supply chain, que ce soit chez Procter ou chez Diagma, j'ai eu l'occasion de mettre en place, de gérer et d'améliorer le processus SNOP. Donc j'ai une solide expérience dans ce domaine. Peut-être le slide, peut-être. Alors, peut-être aussi 2 mots sur pourquoi je suis avec Caroline ici, donc sur ce plateau. Chez Vela, j'ai eu l'occasion de faire deux missions d'interim management en tant que directeur supply chain, d'une part, et d'autre part en tant que responsable PMO. Et dans ce cadre-là, avec Caroline, puisque je faisais partie du comité de direction, on s'est mis d'accord pour que je consolide le processus SNOP qui existait déjà chez Vela. D'accord. Alors 2 mots sur Diagma. Ouais. Sur Diagma. Ce que Diagma, c'est un cabinet de supply chain qui est là pour aider les entreprises, bien évidemment. 4 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est stratégie supply chain. C'est le slide. Voilà, donc il est là. Donc premier pilier, stratégie en supply chain. C'est comment adapter sa supply chain au business model de l'entreprise. Le deuxième pilier, network design. Donc il s'agit de concevoir le réseau de distribution physique pour tenir la promesse client. Oui. Troisième pilier, planification des flux, de manière assez classique, c'est tout ce qui est prévision de la prévision, tout ce qui est planification de la prévision, c'est aussi tout ce qui est planification de production, ordonnancement. Et enfin, le 4e pilier, distribution physique, donc tout ce qui est opération logistique, que ce soit en entrepôt ou tout ce qui est transport, appel d'offres, etc. Et tout ça, bien évidemment, aussi dans un contexte d'organisation, puisque on accompagne aussi nos clients sur la transformation et comment les aider à faire évoluer leur organisation dans le cadre de ces projets. Dans des nombreux domaines d'activité, nombreux secteurs Alors tout à fait, en plus de la beauté, qui est magnifiquement représentée par Caroline ici sur le plateau, nos clients couvrent tous les secteurs d'activité, depuis la distribution aux clients finaux jusqu'aux services, en passant par la santé ou l'industrie. Oui. Alors, on va parler de SNOP aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire 2 mots d'abord sur le sujet SNOP, quels sont les enjeux du SNOP, et puis en quoi ça consiste en fait, et puis un mot aussi sur l'IBP pour peut-être préciser la différence qu'il peut y avoir entre SNOP et IBP. Bien sûr, donc alors je vais aller relativement rapidement sur ce sujet-là parce que je suppose que tous ceux qui sont connectés connaissent déjà le SNOP. Mais c'est toujours bon de rappeler un petit peu ce que... Voilà, donc en quelques mots, c'est un processus de pilotage du business pour accélérer la croissance. C'est important, le concept est important et on le fait grâce à une gestion coordonnée et synchronisée des ressources de l'entreprise pour atteindre les objectifs. Donc si vous regardez
Si vous regardez en fait la Bible du SNOP, vous y trouvez cinq meetings, là aussi que je vais décrire rapidement. Donc le premier meeting, c'est tout simplement la révision, la mise à jour du portefeuille de produits. Deuxième meeting, c'est la prévision de la demande, validation de la prévision de la demande avec les acteurs principaux de l'entreprise. Ensuite, Quand on dit les acteurs principaux, c'est le commerce, c'est le marketing, c'est la production. La production. Et puis la supply, bien sûr. Et donc, l'ensemble de ces acteurs se réunissent et valident les prévisions pour l'avenir. Pour réconcilier les objectifs, pour réconcilier des objectifs qui sont commerciaux avec des objectifs opérationnels, puis des objectifs financiers. Voilà, alors Caroline en parlera tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Et ensuite, les prévisions, on les récupère et on passe dans une troisième session, troisième revue, qui se focalise sur les ressources. Donc, on regarde l'équilibrage entre les ressources et ses prévisions. Et ensuite, on récupère l'ensemble des informations de ces trois meetings pour en faire un meeting où, en général, on vient valoriser les volumes prévisions et puis on identifie les points d'attention qui vont devoir être tranchés par le directeur général. Et on amène tout ça donc dans le dernier meeting, qui est le meeting de la direction générale, où là on va prendre des décisions sur le plan de marche pour atteindre les objectifs. Alors IBP, SNOP, c'est la même chose. Le concept, c'est vraiment d'en faire plus qu'une séance, qu'un processus d'équilibrage de la demande avec les ressources avec une nuance et de pilotage de business. Voilà, mais peut-être avec une dimension financière supplémentaire dans l'IBP. Exactement. Là, on invite le directeur financier et là, on introduit effectivement une dimension financière qui n'avait peut-être pas au départ dans le SNOP, qui était peut-être plus opérationnel, comme son nom l'indique d'ailleurs, et commercial. Voilà, donc on parlait surtout le langage volume au début du process, et maintenant on parle deux langues, on parle volume et on parle euro. Très bien. Caroline, donc maintenant on va rentrer un petit peu plus dans la réalité que vous avez vécue à l'intérieur de vos différentes entreprises, puisque vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, vous avez occupé différentes fonctions dans différentes entreprises. Peut-être dans un premier temps, pourriez-vous nous reparler de Vela, nous présenter l'entreprise? Donc Vela, c'est une jolie dame qui a 142 ans. Ah, quand même. Donc on est dans le monde de la beauté professionnelle, pour les coiffeurs au départ. Donc coloration professionnelle, soins professionnels. On va voir, mais elle a acquis d'autres marques aussi dans le monde professionnel. C'est une entreprise qui est connue pour ses innovations. 300 chercheurs, 1000 brevets, et elle est née en Allemagne en 1880. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, donc elle abrite une dizaine de marques, dont la marque OPI en France qui est quand même assez connue. Mais au-delà de ça, Vela, c'est la première coloration professionnelle dans le monde. Pas en France, puisqu'on joue sur un territoire déjà bien occupé. Et la première marque sélective en onglerie, puisque OPI est numéro 1, et cette fois-ci aussi en France en sélectif. C'est un peu plus de 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 4 usines, 6 000 employés dans le monde, et on opère sur une centaine de pays, dont une trentaine de filiales. La France est un petit pays à la taille de Vela. Notre ambition, c'est de passer les 100 millions de dollars dans l'horizon du plan. Et on opère encore principalement sur le canal, j'ai envie de dire, professionnel, donc des coiffeurs. Des franchises aussi de coiffeurs. Et puis, ces 10 dernières années, on s'est développé sur l'indirect, la partie grossiste, la partie retail récemment. Et puis, on apprend sur le e-commerce depuis 5-6 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un très fort segment en croissance. Quand on passe de la distribution sélective au e-commerce, ça doit être quand même un gap culturel à franchir, non, j'imagine? Oui, et puis aujourd'hui, en beauté, il faut être connu, renommé pour qu'on vienne vous chercher sur le e-commerce. Voilà. Et aujourd'hui, Vela ne bénéficie pas encore de cette notoriété en France. Donc c'est tout ce qu'on est en train de développer. Très bien.
Oui, une entreprise avec aussi des valeurs fortes, je crois. Oui, je voulais absolument montrer ces valeurs parce qu'elles nous animent. On est autonome depuis 1 an. Aujourd'hui, on a repris notre autonomie. Et ce qui vraiment va caractériser Vela, c'est la Vela Family, qui est perçue au niveau de nos équipes, mais même au-delà, nos clients, nos fournisseurs, etc. Donc, c'est effectivement une entreprise où il fait bon vivre. Ça se voit, d'ailleurs, en vous voyant. Non, mais je suis très, très heureuse d'être là. Bon, alors, on va donc parler de SNOP. Quelles problématiques avez-vous été confrontés et quelle était un petit peu la genèse du projet? Quelles sont la manière, les objectifs que vous étiez fixés quand vous avez, avec Diagma, entrepris de vous attaquer à ce sujet? Moi, je suis arrivée chez Vela à ce poste-là en janvier 2020 et j'ai rencontré Olivier pour 2 ans d'aventure pratiquement, en mai. Donc on a sélectionné 4 problématiques qu'on voulait couvrir ici. Si tu peux avancer. La première problématique, c'est que quand je suis arrivée, on se demandait comment on allait faire le budget. Oui. Et on ne savait pas vraiment où on était par rapport au budget. On voyait le mois passer, on tombait bien, on voyait le mois passer, on tombait pas bien. Mais la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis pour construire une seule prévision, et une prévision qui nous serve à piloter et les actions des uns et les actions des autres, et comme vous disiez tout à l'heure, la partie financière. Pour avoir une seule feuille de route. Le marketing avait ses priorités marques, les vendeurs avaient leurs priorités réseau, client, et la finance avait un chiffre à reporter. Et quand je suis arrivée, les chiffres ne se parlaient pas. Et je rappelle que vous veniez d'une fonction de direction supply chain. Et vous avez occupé une fonction de direction générale. Donc avec un regard qui était vraiment justement autour de la gestion des flux. À la fois et le SNOP m'a énormément aidé de remettre le SNOP d'aplomb, parce qu'il existait, mais de le remettre d'aplomb, ça m'a énormément aidé à prendre mon job de directeur général. Et ça m'a permis de rentrer dans le détail de ce qui se faisait en marketing et vente grâce au processus SNOP. C'est très intéressant ce que vous nous dites parce que c'est vraiment un sujet qui va certainement intéresser ceux qui nous regardent, qui occupent des fonctions de direction supply. Et on se dit qu'effectivement, cette vision transversale de l'entreprise peut effectivement faciliter l'accès à une fonction de direction générale, de par le fait que la supply embrasse justement toutes ces dimensions. Je vous laisse continuer, mais c'est vrai que ce témoignage est intéressant et corrobore un petit peu ce qu'on... En fait, on avait un budget, mais pas une feuille de route. Oui. Donc, grâce au SNOP, on a pu se mettre en place pour une seule feuille de route et que tout le monde soit engagé. On va en parler aussi, l'engagement, la collaboration autour de ça. Et il y avait d'autres points par rapport à ça. Tu voulais couvrir? Alors moi, je voulais juste peut-être rebondir sur ce que vient de dire Caroline, en rajoutant deux points. La première chose, c'est que le processus étant un processus de pilotage du business, il faut absolument faire apparaître l'écart entre les prévisions et l'objectif dès que possible. Et je me souviens d'avoir eu un directeur dans une vie passée qui, lorsqu'on démarrait une année fiscale, me demandait toujours de caler les prévisions sur les objectifs, en me disant, voilà, il faut montrer à l'organisation qu'on est capable de faire les objectifs, donc vous calez les prévisions sur les objectifs. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un écart entre la feuille de route et l'objectif, il faut absolument le rendre visible, parce que sinon, bien sûr, c'est très compliqué de mobiliser l'organisation de manière forte. Donc, ce qui se passait, si je reprends mon exemple, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ou 3 mois, finalement, c'était tellement évident qu'il fallait agir pour combler l'écart qui devenait de plus en plus visible, que du coup, on changeait donc notre approche et on faisait apparaître cet écart et du coup, on se mettait à travailler sur le sujet en développant des plans qui permettent de réaliser l'objectif. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais construire. Le deuxième, c'est les outils. Donc on parle beaucoup d'outils. Bien évidemment, les outils sont importants pour piloter le business. Ceci étant, moi je suis voileux.
Donc maintenant, aujourd'hui, on a des outils pour naviguer qui sont super performants. Ouais. On a le GPS, on a la carte électronique qui va bien. Et en général, bien évidemment, on est capable maintenant de tracer une route qui permet d'aller jusqu'à la destination à bon port. C'est exactement ce que fait le SNOP. Et je ne parlerai pas du passé, les outils étaient différents, mais là aussi, l'objectif était le même. C'était savoir où on est et puis tracer une route vers sa destination. Vous nous dites en fait, les outils c'est très bien, mais il faut d'abord mettre en place l'organisation. Voilà, moi ce qu'on recommande chez Diagma, c'est indépendamment des outils, bien sûr qu'il faut moderniser, c'est de mettre en place le SNOP. Parce qu'encore une fois, indépendamment des outils, le besoin est le même. Savoir où on est et tracer sa route vers la destination. Donc mettons en place le SNOP dès que possible. On parle des collaborateurs. Oui, deuxième problématique qu'on voulait couvrir, c'est effectivement le sujet de la collaboration et de l'engagement. Quand je suis arrivée, il y avait donc ce processus, mais c'était vraiment le sujet du responsable de la demande et du responsable contrôle de gestion. Et ce qu'on a fait avec l'équipe et avec le support d'Olivier, c'est qu'on a emmené les autres directions commerciales et marketing, mais aussi les managers opérationnels dans le SNOP. Et c'est devenu un organe de décision où chacun vient avec ses lunettes et où on prend des décisions tous ensemble, encore une fois, pour construire cette feuille de route, sachant qu'un sujet qui n'a pas été abordé au SNOP, ce n'est pas un sujet prioritaire. Et donc, les gens ont très vite compris que pour avoir le support, les moyens, les investissements, les ressources, il fallait passer par cet organe pour les nouveaux projets. Donc, on a élargi le spectre de participants au niveau du management opérationnel. Et grâce à ça, on a pu faire en sorte que ce soit un organe aussi de décision, puisque quand je suis arrivée, il y avait des prochaines actions, un compte-rendu pour action, mais pas forcément d'action entre les deux cycles. Et ce qu'on a mis en place, c'est démarrer le SNOP par les actions du mois dernier et où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait. Ouais. Comment ça s'articule avec le comité de direction? C'est-à-dire que donc les grandes décisions sont prises au niveau du SNOP, donc vous nous dites, et après ça remonte au niveau du comité de direction qui exécute, c'est ça? Alors, nous, on est une filiale commerciale, donc on n'a pas les problématiques de production, de stockage, etc. en amont. Par contre, on est une petite filiale, donc le comité de direction est à l'exécutif SNOP. Simplement, j'y suis aussi, c'est crucial, puisque en fait, ils sont propriétaires de leur budget. Et effectivement, on décide à ce moment-là comment on va allouer les budgets. Et ils sont là pour décider, mais avec les yeux de leur manager opérationnel. Alors, comment ça se déroule? Il y a plusieurs phases, j'imagine. Oui, d'abord, on a vu toutes les phases qu'a présenté Olivier. Donc, chez Vela, il y a les quatre instances aussi auparavant. On a supprimé une instance, c'était l'instance de répétition, où en fait je suis rentrée à ce moment-là. Donc, on a fait 4 meetings au lieu de 5. Et tu voulais couvrir, alors, Olivier? Moi, je voulais couvrir un point important. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a invité Caroline, c'est la culture de l'entreprise. C'est extrêmement important, quand on met en place un SNOP, de regarder aussi quelle est la culture, quels sont les comportements de l'organisation. Et celle qui est responsable de la mise en place de la culture, c'est le directeur général. Donc c'est pour ça qu'on a invité Caroline, parce que SNOP et leadership sont intimement liés. Quand vous regardez le SNOP, c'est regarder devant soi, anticiper, c'est-à-dire intégrer le processus dans la vision de l'entreprise. Donc c'est typiquement un acte de leadership. Il faut mobiliser les ressources, et c'est typiquement un acte de leadership aussi. Il faut aussi s'assurer qu'on a le bon niveau de ressources par rapport au plan. C'est un acte de leadership. Et le dernier point, on en parlera après, mais c'est l'exécution. Alors, la responsable de l'exécution, c'est vraiment le DG au niveau de la BU. Donc tout ça fait que
entre SNOP et leadership, les ponts sont là, et donc c'est important d'avoir le responsable de l'organisation avec nous sur le process. Donc la culture, j'y reviens maintenant très rapidement. Ce qui est important, bien évidemment, c'est au-delà des processus, au-delà des activités et puis des systèmes d'information, c'est regarder, par exemple, le profil des acteurs. Oui. C'est important de regarder la gouvernance, quelle décision est prise à quel niveau. C'est important de regarder aussi l'organisation, la structure de l'organisation, l'organigramme, quel rôle reporte à quel rôle. Et finalement, on l'oublie souvent, c'est le système de reconnaissance. Parce que quels comportements sont reconnus comme étant positifs ou quels comportements ne sont pas bien évalués au sein de l'organisation, c'est des facteurs importants pour définir l'efficacité de l'organisation. Dernier point, mobiliser les ressources. Bon, je viens d'en parler quand même de manière assez approfondie, mais quelques méthodes pour mobiliser l'organisation. Typiquement, en début de process, on peut organiser un jeu. Et il y a pas mal de jeux qui simulent le SNOP qui existent dans le marché. Diagma a un jeu qu'on peut mettre à disposition de nos clients. Le beer game, enfin... Voilà, donc typiquement sur le jeu de Diagma, donc on simule une douzaine de cycles, donc quasiment une année de business avec des prévisions, des événements business qui interviennent au fur et à mesure, de manière à bien faire comprendre. Et qui participe alors? Qui participe? En général, tous les acteurs qui sont liés au processus SNOP, puisqu'on souhaite les embarquer pour ensuite soit mettre en place le process, soit éventuellement l'améliorer. D'accord. Donc il y a le jeu, il y a éventuellement aussi intégré dans le plan de travail de chaque acteur la responsabilité de contribuer au SNOP. C'est une autre option. Et puis bien évidemment, il y a ce que vous êtes très bien d'ailleurs, Caroline, c'est-à-dire inviter au CODIR le chef de projet, l'équipe responsable de mettre en place un projet particulier lié au SNOP pour les encourager et les mobiliser. Troisième sujet qu'on voulait couvrir et qu'on a taclé avec l'aide de Diagma et d'Olivier, c'est la prise en compte d'éléments qui apparaissent pendant l'année budgétaire. On avait besoin de savoir si on devait les prendre en compte ou pas. C'est les imprévus, quoi, c'est ça? Les imprévus. Oui. Risques comme opportunités. Effectivement, on se rend compte au fur et à mesure des cycles que des choses arrivent. Et ce qu'on a fait avec Olivier et notre responsable SNOP, c'est mettre à l'agenda, à la fin de chaque SNOP, la liste des opportunités et des risques, avec le chiffre d'affaires en enjeu, et puis le pourcentage de probabilité que ça se passe. Et l'objectif de cette revue de risques et d'opportunités, c'est bien de savoir lesquels on tue, on pas se réaliser, lesquels on valide pour le cycle d'après, et lesquels sont toujours en latence, avec l'obligation pour le cycle d'après d'y voir plus clair. Quand on est à 50% de chances que ça se produise ou pas, ça veut dire qu'on n'a pas de conviction par rapport à ça. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que les managers avancent pour voir plus clair sur le risque ou l'opportunité. Et comme c'est à l'agenda, chacun sait qu'il doit préparer un petit peu, et donc ça nous permet de prendre de nouvelles hypothèses, de valoriser des opportunités, donc on parlait d'accélération, ou malheureusement d'accusé-réception, telles que quand on a eu le Covid avec le couvre-feu à 18h par exemple, effectivement, ou les malls fermés, on a dû prendre en compte un certain ralentissement du trafic. Mais ça a été décidé en SNOP et reflété. Et dans les volumes supply chain et dans notre volume budgétaire. Donc notre recommandation pour identifier les opportunités, c'est de bien connaître les éléments structurants de l'accélération du business, de la croissance. Et ces leviers sont différents d'une entreprise à l'autre. Par exemple, ça peut être le e-commerce. Qui est source de croissance. Donc typiquement, les opportunités, elles vont tourner autour du e-com. Ça peut être les initiatives, le lancement de nouveaux produits.
Donc les opportunités, elles vont tourner vraisemblablement autour de comment on accélère, comment on amplifie le lancement d'un nouveau produit. Mais ça peut être aussi très différent. Chez un client pharmaceutique avec lequel je travaille, le point fondamental de leur business, c'est une matière première. Et par conséquent, les opportunités elles vont tourner autour de cette matière première. Comment faire en sorte qu'il y en ait plus, éventuellement diversifier la source de cette matière première. Donc voilà quelques exemples qui montrent que bien connaître les leviers de la croissance est important pour identifier les opportunités. Mais il n'y a pas que les opportunités, il y a les risques. Et bien évidemment, il faut savoir aussi les gérer. Alors moi, je parle pas de la crise immédiate, typiquement l'entrepôt qui est inondé et qu'on remet en place la semaine d'après, s'il n'y a pas d'impact moyen terme. A priori, on n'en parle pas en SNOP. Par contre, une crise qui dure, je pense à ce qui s'est passé, et à ce qui se passe encore d'ailleurs, au sein de nos chaînes d'approvisionnement depuis l'été 2021. Ça a un impact moyen terme, voire long terme. Donc là, on en parle. Et c'est important parce qu'il peut y avoir des actions très, très concrètes. Et par exemple, vis-à-vis des commerciaux, c'est de leur dire, eh bien, malheureusement, le portefeuille au complet n'est pas disponible. Par contre, votre mission maintenant, c'est vendre ce qu'on a. Et donc, ça veut dire un changement d'état d'esprit, en tout cas temporaire, pour faire en sorte que le business ne souffre pas, mais au contraire, même qu'on continue à accélérer le business. Et les influenceuses, vous les placez dans les risques ou les opportunités? Ça dépend. Ça dépend. Principalement opportunités. Oui. Alors, le dernier sujet qu'on voulait mettre en avant avec Olivier, parce que c'est quelque chose qui a été saillant pendant la remise en route, j'ai envie de dire, du SNOP, c'est le réalisme par rapport à l'exécution et le fait d'exécuter correctement. Deux sujets. Le réalisme par rapport à l'exécution, c'est j'ai beaucoup d'idées. Je dis ça pour mes équipes qui sont là, je pense. Et donc après, il faut être sûr que ça puisse être implémenté par rapport aux ressources qu'on a. Donc, parce qu'on peut dessiner tous les plans du monde, si on ne peut pas les exécuter, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est mon premier point à livrer. Regarder correctement ce qu'on est capable de faire ou pas. Et puis, si on a décidé de le faire, alors le mettre en œuvre sans procrastiner et le mettre en œuvre correctement jusqu'au bout. Ça nous est arrivé d'avoir des super idées et de mal exécuter, de ne pas pouvoir démarrer le jour J. C'est hyper déceptif et frustrant pour les équipes. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on a extrêmement travaillé ensemble. Et d'ailleurs, ce qu'on recommande de faire, c'est de ne pas s'arrêter uniquement à la mise en place du SNOP. Chez Diagma, on va au-delà et on regarde aussi la capacité de l'organisation à mettre en œuvre. Ouais. C'est critique. Et d'ailleurs, j'ai l'exemple d'un client qui était venu nous voir parce qu'ils avaient un souci de performance opérationnelle. Ils avaient acquis plusieurs sociétés et donc ils se disaient on n'est plus au même niveau de qualité en termes d'exécution. Et donc, au-delà de faire des entretiens classiques avec le management pour essayer de comprendre, on a pris le SNOP. On a dit on va regarder le SNOP. Et à travers le SNOP, on va évaluer la capacité de l'organisation à mettre en place, à mettre en œuvre. Et donc, ce qui est important aussi, bien évidemment, dans la mesure où on est dans un process qui est important, c'est de faire un bilan de santé régulier. On a chez Diagma une checklist. En général, on a le SNOP manager qui, avec le supply chain leader, le directeur général, et puis le DAF, qui prennent un peu de temps pour parcourir la checklist et ajuster le process, définir 2 ou 3 actions critiques qui vont être mises en place sur l'année qui vient. Je prends juste un exemple. Un des feedbacks qu'on avait eu, c'était que les réunions du processus, en particulier la dernière réunion, prenait un peu trop de temps. Donc on l'a ajusté. La partie revue de performance, on l'a mis sur une session CODIR qui existait déjà. Et puis du coup, le SNOP, on l'a focalisé uniquement sur l'avenir. Voilà un exemple de plan d'action. On a gagné 1 heure en faisant ça, 1 heure de réunion par mois.
Exactement. Des points d'amélioration maintenant Oui, parce que c'est la close loop, donc Oui. c'est jamais terminé. Donc, sur quoi on travaille? Donc, premièrement, sur les nouveaux produits. Pourquoi? Parce qu'on est une filiale commerciale, vous l'avez compris, donc on est myope. On voit bien à 3 mois, on voit un peu moins bien à 6 mois, mais on est obligé de s'engager sur les nouveaux produits au niveau du siège et du développement produit à 18 mois. Et donc, quand on s'engage sur les volumes, on n'a pas forcément tous les plans. La vérité, c'est qu'on a les plans complets de déploiement, d'éducation, parce que c'est des produits techniques, finalement, que quelques semaines avant le lancement. Et c'est très difficile de tomber juste 18 mois avant sur les prévisions. Et comme il n'y a pas que les produits, il y a aussi tous les moyens moteurs, les nuanciers, vous imaginez toute la PLV, etc. On s'engage sur des volumes qui, parfois, nous contraignent. Ouais. Et on n'a pas le succès qu'on pourrait avoir parce qu'on n'a pas la supply, le stock qui nous va bien. Donc le premier sujet, ça va être effectivement de travailler en amont et d'être plus dans la cuisine du marketing et du développement produit pour comprendre plus tôt le potentiel des nouveautés et pour pouvoir les estimer, les exécuter super bien. Parce que c'est important le pourcentage de nouveautés évidemment dans nos ventes. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est élargir l'horizon. Je vous disais, 3 mois, on voit bien, après on est un peu myope. Mais concrètement, on le sait, d'où je viens, je me rappelle que l'horizon, c'est plutôt 12-18 mois. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de focuser avec l'équipe, qui aujourd'hui est vraiment dans un cycle, j'ai envie de dire, budgétaire. On va faire l'année, on fait 3 révisées dans l'année par rapport à l'atterrissage de la fin d'année. Mais là, typiquement, notre fin d'année, c'est fin juin pour nous, puisqu'on est en fiscal américain, fin juin. Moi, j'ai envie d'avoir déjà des opportunités sur septembre, décembre. Et les équipes sont focusées sur ce fiscal-là. Donc, je voudrais vraiment qu'on élargisse l'horizon à 12 mois roulants. Ce serait, pour nous, ce serait super suffisant. Et enfin, le dernier sujet, on l'a dit, on l'a redit, il ne faut pas attendre des systèmes intégrés pour pouvoir lancer le SNOP. Une feuille Excel, c'est déjà très bien. Se parler, c'est déjà très très bien. Collaborer. Cela dit, on est en 2022. Donc c'est vrai qu'avec le temps, les contextes qui sont hyper mouvants, ce qui serait bien, c'est d'avoir des outils qui soient plus intégrés sur lesquels on puisse faire des scénarios. Si on pouvait faire des what-if scénarios, sur quel canal, sur quel client, sur quel type de produit, etc., qu'est-ce que ça donnerait de manière facile, idéalement en SNOP, alors on pourrait prendre des décisions plus rapides et certainement meilleures. Par exemple, le rouge à lèvres après la période Covid, est-ce que vous avez assisté à une explosion de la demande ou alors moi, je ne fais pas du rouge à lèvres, mais mes collègues qui en font m'ont dit qu'effectivement, ça avait été très dur pendant tout le port du masque et que c'était revenu. Nous, en fait, ce qu'on va avoir arrivé, là, vous parliez d'influenceuses, c'est typiquement qui porte le vernis au PI Big Apple Red. Et donc ça va complètement changer la demande. Mais le monde a changé. Concrètement, et les habitudes de consommation ont aussi changé. Après, je pense que vous avez tous vu quand les coiffeurs étaient fermés, que ça a quand même été un problème. Donc nous, on a bénéficié d'un très beau rebond, et on est au-delà de 2019 en double digite, donc on s'en sort plutôt bien. Quand il y a eu cette période du Covid, vous avez été amené à modifier le rythme des réunions SNOP Non, on n'a jamais suspendu le processus. Vous auriez pu l'accélérer justement, vu l'erraticité de la demande, vous auriez pu vous dire, tiens, est-ce que... On n'a pas en fait, comme on a un stock qui est disponible, avec plusieurs mois de stock disponible, on n'a pas eu le besoin. C'est combien de références le stock ? On a 3000 références et on a un stock de 6 mois, vous voyez, au niveau global, parce que nous, on a la chance de piocher sur le stock du global. Et encore, je vous disais, la France n'est pas très très grande, donc on n'a pas souffert de disponibilité. Concrètement, ça ne nous a pas empêché de vendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis aussi en place avec l'équipe. On vend ce qu'on a et c'est OK. Sur 3000 refs, on trouve toujours quelque chose.
Et ce qu'il faut dire aussi, Caroline, c'est par contre, ce qu'on a accéléré, c'est le processus de demand control. C'est-à-dire que pour que les usines sachent où on en est, ou que les entrepôts sachent où on en est, toutes les semaines, vraiment, on regardait ce qui avait été livré et on donnait le chiffre le plus frais, le plus récent à notre supply chain. Donc ça, par contre, c'est sûr qu'on l'a fait évoluer sur l'exécution. Et le SNOP, on l'a gardé mensuel. Lui-même, SNOP qui consiste à lever la tête, à regarder devant, on n'a pas changé la structure fondamentalement. Non. OK. Si on parle des prérequis, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de démarrer la mise en place Alors, on en a noté 5 avec Caroline. Ouais. Donc la première chose, et vous l'avez vu, il faut vraiment que le directeur général ou le sponsor, le sponsor. Bon, c'est un grand classique, mais c'est pour ça qu'on a invité Caroline aussi. Mais il faut de l'enthousiasme, il faut de la passion. Et elle est tout à fait capable d'incarner les valeurs importantes pour faire marcher le SNOP. La deuxième chose, c'est le leadership du SNOP leader, de celui qui fait tourner le process au quotidien. C'est des profils qui ne sont pas faciles. Hein. Il faut quelqu'un qui soit à la fois dans les chiffres, mais aussi qui ait une capacité à influencer, qui soit forte. On a parlé de la collaboration, bien sûr, qui est critique. Et super importante parce que tous les processus sont transverses. Les opportunités, donc libérer les énergies pour qu'on puisse identifier les opportunités. Et finalement, ce qu'on cherche, c'est une feuille de route qui soit la même pour tout le monde, qui soit priorisée, on ne peut pas tout faire, qui soit priorisée et la même pour tout le monde. Et si à la fin du process, on a cette feuille de route, eh bien on a gagné. Très bien. Merci à tous les deux pour cette présentation vraiment très intéressante. Je me tourne vers la régie. Hervé Richal se lève et je pense que Hervé Richal va avoir plein de questions à vous poser. Oui, bonjour à tous. Alors, une première question. N'est-il pas utile de substituer le SNOP au budget ? Alors attendez, n'est-il pas utile de substituer le SNOP au budget ? Substituer, c'est-à-dire remplacer. En fait, Vas-y, démarre et puis je démarre. Alors, je pense que c'est pas l'un à la place de l'autre. C'est effectivement les deux. C'est-à-dire, on peut avoir un budget. Si on n'a pas les plans opérationnels qui vont derrière, ça reste une chimère. Donc ça, voilà, il faut bien les deux. En fait, le budget va te donner un objectif. Où est-ce qu'on veut aller ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Okay ? Après, le SNOP va dire quels sont les plans pour faire ça. Sur les marques, sur les réseaux, sur la marge. Parce que vous savez bien que d'un produit à l'autre, on n'a pas la même marge, d'un réseau à l'autre, on n'a pas la même marge. Donc le SNOP va mettre les plans en face d'un objectif. Donc c'est pas une substitution. C'est précisément l'intérêt de l'IBP, c'est vraiment de réconcilier justement des objectifs budgétaires, des objectifs financiers avec des objectifs opérationnels. Exactement. Et j'ai envie de dire, c'est un peu bottom-up. Ouais. Le bottom, ça va être les opérations et le up, ça va être pour combien on joue. Ouais. Donc on a besoin des deux. Et on a parlé tout à l'heure d'écart. Parfois, ça ne se parle pas. On a comme objectif financier, je prends n'importe quoi comme exemple, 100 millions. Si on a des plans pour 80, alors il y a un gap de 20. Il va falloir qu'on regarde ce qu'on fait avec ça. Voilà, c'est très... Bon, j'ai rien à rajouter. Hein. Il faut différencier objectif et prévision. C'est critique. Une autre question ? J'adore les questions. Au-delà des mesures prises par Vela pour développer la transversalité des décisions, la société a-t-elle engagé des actions pour développer l'intelligence collective dans son organisation ? Alors, donc je vous disais, on est une jeune société de 142 ans, mais on a été racheté 2 fois ces 20 dernières années, une fois par Procter & Gamble, puis par Coty, et on est autonome depuis un an et quelques. Donc, on a tout à réécrire. On parlait de Vela Family, on parlait d'engagement, etc. Donc on a vraiment tout à refaire, se recréer la nouvelle famille de Vela, avec les nouvelles valeurs qu'on a vues là. Et ce qu'on a fait pour l'engagement, typiquement, on a fait des choses telles que offrir de la flexibilité au niveau du télétravail,
regardé les bureaux. On a refait tous les bureaux. On est passé en flex desk. Et au niveau collectif, on s'est mis en mode projet sur plein de choses. Faire des coffrets de Noël. Chez Vela, on ne faisait pas de coffrets de Noël, de destination coffrets de Noël avant il y a 2 ans. Donc on a pris des équipes cross-fonctionnelles pour travailler sur des sujets. On a demandé aux experts aussi de se rencontrer. Donc on a créé ce nouveau collectif. Et on est beaucoup plus indépendant, autonome, j'ai envie de dire, en pays que ce qu'on était à l'époque Coty Proctor. Et du coup, on a cette liberté de mettre en œuvre notre futur. Et encore une fois, on est une petite organisation, hein, donc on est 200, donc tout le monde se connaît, c'est vraiment la famille. Et je prolonge un petit peu la question de l'intelligence collective. Comment ça se passe avec les fournisseurs et les distributeurs? Est-ce que justement cette intelligence collective comment se traduit par une collaboration plus étroite à partir du SNOP en direction des... Est-ce qu'il y a un partage de l'information avec les fournisseurs et les distributeurs? Alors, en termes de fournisseurs, nous, on va avoir que des fournisseurs indirects, puisque les fournisseurs de produits sont gérés par l'amont. D'accord. On est une filiale commerciale. Sur la partie aval, on a des plans de progrès avec des clients, on a des business reviews trimestriels avec des clients, on a un plan de marche d'activation des marques à l'année avec des temps forts. On est très promoteur de nouvelles idées auprès de nos clients. Puisqu'encore une fois, la distribution des produits professionnels, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Oui. Ça a pas 5 ans. Hein. Donc, on vient d'univers différents. On parlait d'intelligence collective. On a la chance d'avoir une société où toutes les semaines, je signe des cartes à 30 ans d'ancienneté, 25 ans d'ancienneté, et où on accueille des personnes. Si vous regardez, je pense qu'on a une quinzaine d'annonces sur LinkedIn. D'ailleurs, j'en profite, c'est très belle entreprise. Donc voilà, c'est ça qui va faire qu'on est en proximité. Il y a 3 choses qui différencient Vela d'autres sociétés qui dans la proximité qu'on a avec les clients. Et vous le diront tous, la qualité de nos produits, c'est le meilleur produit, la meilleure éducation, parce qu'on ne peut pas utiliser ça comme ça sans être formé. Et c'est les plans qu'on est en train de mettre en place qui vont faire la différence. Merci. Hervé, d'autres questions? Oui. Y a-t-il une organisation SNOP au niveau international de votre groupe? Et si oui, comment travaillez-vous ensemble? Alors, oui, puisque l'empreinte industrielle n'est pas française, elle est régionale, voire globale. Hein. On a une usine qui fabrique pour l'ensemble du monde. Et par conséquent, il y a un SNOP qui tourne au niveau de la région. Et du COMEX. Et du COMEX. Donc, quand je dis la région, je parle de l'Europe, des mers. Et donc, on a ces deux SNOP qui tournent. Alors, bien sûr, au niveau local, nous n'avons pas de supply review en tant que tel. Il y a quand même régulièrement, toutes les semaines, une session pour que localement on sache où est-ce qu'on en est en termes de dispo produits. Mais localement, on n'a pas de supply review. Par contre, on a une supply review au niveau régional. Et donc, pour faire la connexion entre les deux, on a ce qu'on appelle un touch point mensuel. Donc, où le leadership de la filiale tient une session avec le leadership de la région, de l'Europe. Et là, on échange sur un agenda précis, quels sont les plans au niveau local pour accélérer le business et quels sont éventuellement les budgets supplémentaires qu'on souhaiterait avoir pour accélérer le business. Et si je peux me permettre pour compléter ça par rapport à la question, notre SNOP local, il va se situer autour de la 3e semaine. 3 jours après, on a la remontée et une revue au niveau de la région, où la France va avoir 1 heure de revue avec la région. Et eux-mêmes, 3 jours après, ont au COMEX un SNOP. Donc voilà comment c'est intégré. Sur 1 semaine, on arrive à passer de local à global, avec l'horizon qui s'élargit évidemment. Avec d'ailleurs l'importance du coup d'une discipline de fer. Il faut vraiment être super discipliné pour que ça tourne. On est obligé de tenir les timings pour chacune des revues, de manière à ce que le processus soit le plus efficace possible. Et on parlait de discipline,
Et on ne l'a pas dit, mais concrètement, un des principaux freins à la mise en place du SNOP de manière récurrente et de manière efficace, c'est que ça demande de la discipline. C'est pas toujours fun, le SNOP. Mais sans cette discipline, alors on n'a pas la feuille de route. Et donc, finalement, il vaut mieux se discipliner sur ce processus et ensuite être tranquille, pouvoir dormir correctement, savoir qu'il y a des plans qui sont en train de s'exécuter et que ça se répond à l'objectif de l'entreprise. Merci Hervé. Est-ce que le fait d'avoir été directeur supply chain augmente l'impact du directeur général en tant que sponsor du SNOP? Mais j'espère. J'espère bien. On me l'a beaucoup dit les premiers mois, que ça venait de mon background, je pense. Et puis dans le temps, ça s'est oublié. Mais oui, je pense que oui. Après, on n'est pas obligé d'être directeur supply chain non plus. Je pense qu'il faut vraiment, en tant que DG, s'il y a des directeurs supply chain qui nous écoutent, j'ai envie de vous dire, comité, engagez votre DG là-dedans. C'est son sujet. C'est avec ça qu'il va pouvoir faire la différence sur ses engagements auprès de l'organisation. C'est son sujet, en fait. Oui. Mais il y a des gens qui vont dire « mais nous, on est une trop petite boîte, ça ne nous concerne pas ». Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, au contraire, ça vous concerne encore plus, parce que les déviations, elles sont encore plus saillantes et plus graves pour une petite entreprise. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin d'IBP ou d'outils hyper perfectionnés. Moi, je connais quelqu'un qui est en train de le faire dans une entreprise qui ne fait pas 10 millions. Qui fait pas, et comment il fait ça? Il met en place des organes de discussion entre les ventes et la prod. Et il se met en centre customer-centric, simplement. On repart du client, c'est là, en fait, qu'elle se passe, la demande, et on remonte. Et en fait, on se rend compte que les gens, ils veulent bien collaborer. C'est juste qu'ils n'ont pas compris l'intérêt. Et c'est un mini SNOP, ça reste un SNOP, avec la gestion des stocks, avec le problème d'allocation, mais le fait de décider tous ensemble et que ce ne soit pas l'ADV ou l'administration des ventes qui livre tel ou tel client, ça engage l'ensemble du comité de direction. Et l'idée, c'est d'être fidèle à l'esprit du SNOP, mais par contre d'être très très flexible sur la lettre. Oui. Donc, par exemple, chez Vela, on n'a pas les 5 meetings n'existent pas. On a la partie portefeuille, où on a la partie demand, la partie supply, elle est faite au niveau régional, et les 2 derniers meetings, on n'en a fait qu'un seul. Donc, on a ajusté. Sur la base de l'essence du SNOP, on a ajusté la manière de le mettre en place. Mais encore plus une petite société, parce que si nous, on est un peu myope et un peu dans le flou, avec notre taille, on va réussir à équilibrer. C'est ce qui se passait avant que j'arrive. Ça marchait quand même. À 3 pattes, mais ça marchait. Une petite entreprise, ça va très vite à dérailler. Donc, d'autant plus. Prenez des bons directeurs supply chain dans les petites entreprises. Hervé. Pendant les 2 ans de la mission d'Olivier, quel est le pourcentage de temps passé à aider Caroline? Oh, Olivier, c'est toi qui réponds. Tu m'as aidé combien de temps? Alors, sur la première session, donc j'étais à mi-temps sur le sujet, et je dirais que globalement, peut-être une journée par semaine en moyenne, parce qu'il fallait vraiment... Sur 5-6 mois? En fait, ça s'est fait sur 5-6 mois. Pour vraiment changer les choses, parce qu'il y a l'aspect, il y a l'aspect conception du process cible, mais aussi tout l'aspect coaching et accompagnement. Et c'est ça qui fait la différence entre le succès d'une mission de cet ordre-là et puis le reste. Donc, mais je me rappelle que tu es arrivé en mai 2020, et au SNOP de novembre, on s'est regardé, on s'est dit c'est bon, c'est gagné. Donc on a mis 6 mois en fait à élargir l'audience, vous avez compris, donc élargir l'audience, partager les responsabilités entre les différents services, faire cette fameuse liste de risques et d'opportunités, prendre des décisions et ensuite les mettre en œuvre. On s'est dit 6 mois, je pense qu'on était bien sur 6 mois.
C'est important d'avoir un regard extérieur comme ça, un cabinet qui... Oui, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que déjà par son expérience, etc., il est légitime. Il faisait aussi partie de la famille parce que dans son expérience Procter & Gamble, vous avez compris qu'on a des racines communes dans notre arbre généalogique. Donc il était connu. Et il avait toute une méthode. J'adore ma directrice supply chain qui est revenue de congé mat. J'adore l'équipe supply chain. Cela dit, et c'est normal, et on est tous pareils, quand on est dans un processus récurrent et beaucoup d'opérations, c'est difficile de réélever le débat, de sortir la tête du guidon parfois. Donc oui, c'était vraiment chouette d'avoir quelqu'un d'extérieur et quelqu'un qui a ses compétences soft, vous avez vu, parce qu'il n'est pas venu avec le fouet. Hein. Et ça change aussi. Il a forcé personne. Donc après, moi, quelque chose qui a été hyper, je pense, critique, c'est que dès qu'il est arrivé, en fait, on a fait une révision des objectifs. C'était le moment où on faisait des révisions des objectifs individuels. Et on a mis la mise en place du SNOP avec une date dans tous les objectifs individuels des managers. Directeurs, managers. Donc tout le monde avait ça en tête quand même, parce que c'était important sur l'année. Merci, Hervé. Au moment où la mission d'Olivier s'arrête, à qui passe-t-il la main ? Au directrice supply chain qui revient et qui est d'un très bon niveau, hein, qui est top. Donc le SNOP, elle l'a déjà vécu et par conséquent, elle reprend le travail qui a été fait avec plaisir d'ailleurs. Et puis elle doit continuer à le faire vivre. C'est-à-dire qu'elle va faire, comme ce qu'on a recommandé, un bilan de santé régulier qu'elle partagera avec Caroline. Donc derrière, et je crois que la question est importante, derrière il y a les ressources et l'organisation pour rendre pérenne le process, parce que le process est fragile. Hein. Il faut faire attention, il peut vite dériver. Ça déraille, ouais. Donc il faut derrière quelqu'un qui soit vraiment solide, et c'est le cas, et un process qui puisse être régulièrement remis sur la table pour être amélioré. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de questions. Peut-être une dernière question. Peut-être, oui. Comment faire quand les services ne parviennent pas à travailler ensemble ? Ça, alors... la première question, c'est de se demander pourquoi. Fondamentalement, moi j'ai la conviction que les gens sont faits pour être sociables et travailler ensemble. Donc s'ils ne collaborent pas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc déjà comprendre pourquoi les gens ne travaillent pas ensemble. Ça peut être la charge de travail, ça peut être les priorités qui ne sont pas alignées. Donc aider les gens et les services, hein, parce que c'est jamais individuel. Chacun a ses objectifs. Les vendeurs veulent vendre, la finance doit avoir la bonne marge, la supply chain doit avoir une bonne forecast accuracy, les marques veulent progresser sur tel ou tel segment. Donc s'ils ne collaborent pas, c'est qu'en fait, ils ne trouvent pas l'intérêt aussi que ça se croise et que ça fasse du sens. Donc il y a comprendre, aider à lever les freins et donner du sens. Et quand ils y gagnent, quand ils ont l'impression qu'ils y gagnent, alors ils collaborent. Et je rajouterais qu'en fait, il faut tout simplement diagnostiquer et utiliser un modèle. Donc on a un modèle chez Diagma, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on reprend les 6 éléments clés d'une organisation. Donc les processus de travail, la culture d'entreprise. Exactement, la culture d'entreprise, mais derrière la culture, il y a ces 6 éléments-là. Donc le constat, pas de collaboration, on regarde les processus, l'information, le profil des gens, qui prend les décisions, le système de reconnaissance, et puis on bâtit un plan d'action. Alors, la collaboration, c'est un trait de culture tellement fort, bien évidemment, que les choses ne s'améliorent pas du jour au lendemain. Quoique, si on tape, j'allais dire, si on a les bons leviers, ça peut aller vite. Mais encore une fois, l'idée principale, la réponse principale, c'est qu'on peut diagnostiquer le manque de collaboration et on peut mettre un plan d'action pour faire en sorte que les choses s'améliorent.
Merci beaucoup, merci à tous les deux Merci beaucoup. pour cette conférence vraiment très très intéressante sur tous les aspects du SNOP et de la mise en place. On a bien compris qu'il s'agissait d'un outil managérial vraiment très important pour réconcilier les forces vives de l'entreprise autour d'un objectif commun qui contribue à la performance de l'entreprise. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une prochaine conférence. Et merci aussi à Diagma, bien entendu, d'avoir pris l'initiative de cette conférence. Et à très bientôt pour une nouvelle conférence sur le plateau Caroline. Merci Caroline. Merci à toi. Et merci Jean-Philippe. sur le plateau de Supply Chain Village. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.